Alors Nicolas, bonjour. Bonjour. Je suis content de te rencontrer. Donc j'avais vu ton beau SLK au Rétro Festival de Caen. Mais j'avais pas eu l'occasion de te rencontrer. Donc par l'intermédiaire effectivement des réseaux, notamment Facebook, on a réussi à se contacter. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse aujourd'hui faire la présentation de ta Mercedes. Alors moi j'ai une petite question à te poser pour commencer, c'est pourquoi Mercedes et puis pourquoi aussi un SLK? Mercedes, je dirais, bon, c'est depuis l'adolescence quasiment. C'est une marque qui m'a toujours un petit peu attiré et fasciné. Et bon, c'est vrai que le R170, bon, ça a été le dernier. Mais bon, j'avais déjà acheté une classe A pour débuter, donc entrée de gamme. Et donc c'est vrai que le R170, j'y suis venu un peu plus tard comme véhicule de week-end, véhicule loisir, parce que bon, forcément 2 places. Et là, le R170, ça s'est fait un petit peu avec le temps, parce que dans les premiers temps, c'est vrai que je préférais le R171, celui d'après, un petit peu plus moderne. Et c'est vrai que l'esthétique, le double bosselage du capot, les optiques que à la base j'aimais pas trop, sont devenus un peu sympas, un peu vintage, et bon, c'est vrai que c'est le modèle qui m'a attiré. Bon alors Nicolas, on peut peut-être commencer par faire une présentation générale du SLK R170, donc évoquer par exemple l'année de production, la particularité du toit, les concurrents de l'époque. Donc le Mercedes, le SLK R170, donc ça a été la première version de SLK. Et donc il est apparu en 1996, je crois que c'était au Salon de Milan qu'il avait été présenté. Et donc il a été produit de 1996 à 2004 avec facelift en 2000, donc où on avait avant 2000 les bas de caisse X. Les bas de caisse étaient couleur noire, les rétroviseurs n'avaient pas les rappels de clignotage, ils étaient au niveau des ailes. Et les pare-chocs également étaient différents à l'époque. Donc là, celui-ci est un phase 2. Toi, c'est un phase 2, c'est voilà, ça, c'est un phase 2. De fin 2002. Et donc là, cette version-là, c'est un spécial édition, donc qui a été produit à partir de mai 2002, et donc qui s'est vendu à 2000 exemplaires. En tout et pour tout, dont seulement 150 exemplaires pour la France. D'accord, ok. Donc on verra peut-être après les spécificités du spécial édition. Oui. Donc là, finalement, sur ce SLK, la grande nouveauté, c'était finalement le cabriolet avec un toit rigide, dur, rétractable. Voilà, parce que c'est vrai que là, on évoquait les concurrents et les autres petits spiders de l'époque et même postérieurs. Là, le SLK était le premier et est resté longtemps le seul à avoir le toit Vario en dur. Alors justement, ça va nous permettre de voir la cinématique du toit ouvrant. Alors donc c'est parti. Qui est un système quand même très évolué. Et donc Nicolas, tu me disais l'ouverture se fait il me semble que c'est 24 secondes chrono. C'est ce qui atteste du bon état du mécanisme, parce que c'est un mécanisme hydraulique et donc il y a pas mal de choses à contrôler. Et tu n'as jamais eu de problème avec ce système? Non, on conseille de le faire fonctionner assez régulièrement, même si le véhicule sort pas forcément en cabriolet, de faire de temps en temps une manipulation pour un petit peu faire circuler l'hydraulique et puis d'accord. Et par contre il faut être à l'arrêt, je suppose, pour l'ouverture-fermeture sur ce modèle. Je crois que vraiment au pas on doit pouvoir, mais très rapidement il se bloque, il reste dans la position où il est dès qu'on dépasse une vitesse. Position de sécurité certainement. Ouais, parce que déjà c'est des vérins, donc je pense que pas mal sollicité par le poids du toit déjà. Donc c'est vrai que... Et la prise d'air qu'il pourrait y avoir roulant. Je sais, il existe des systèmes, parce que là c'est le bouton qui est sur la console centrale, et donc il faut laisser le doigt dessus. Il y a pas mal de contraintes, mais ça garantit de ne pas avoir d'incident. Design
Quelles sont les particularités qu'on peut évoquer pour ce R170? Par rapport un petit peu à l'aspect esthétique global du véhicule, bon, on a un petit peu un rappel du modèle historique, le 300 SL, le premier du genre, où on avait le fameux double bosselage sur le moteur, qui était à l'époque justifié par la configuration du moteur. Là, c'est purement esthétique, il n'y a pas de justification technique par rapport à... Là, c'est un clin d'œil. Voilà, clin d'œil, oui, là, c'est vraiment à l'histoire de juste Mercedes, pour l'esthétique et il n'y a pas d'explication technique ou liée à la mécanique. D'accord. Et puisque ton SLK est un spécial édition, quelles sont les particularités extérieures? Alors, extérieurement, la principale et je dirais même la seule spécificité, ça va être les jantes, parce que les SLK classiques montent en 16 pouces. Et là, donc, on a des jantes 7 branches 17 pouces. Donc qui sont propres, spécifiques à ce modèle-là. Un petit logo spécifique, spécial édition, que l'on a ici et sur la malle arrière, je crois aussi, non? Non, simplement sur les deux ailes. Seulement sur les deux ailes. On n'a ni la mention compresseur sur l'arrière, ni le modèle spécial édition. On a juste SLK 200, simplement. Alors que sur les autres, effectivement, normalement, il y a un petit logo compresseur. Voilà. C'est vrai que pour la version 200. Beaucoup perdu après le facelift de 2000, parce que c'est vrai qu'avant 2000 on avait les deux versions, la version atmosphérique qui de mémoire faisait 136 chevaux, c'est ça, et donc le 200 compresseur qui lui faisait 163, et donc comme il y avait deux modèles de 200, pour les distinguer ils mettaient au niveau des ailes, il me semble, c'était pas à l'arrière, c'était au niveau des ailes, ils mettaient la mention compresseur sur le côté. Pour un véhicule qui a 21 ans, tu disais, c'est ça, on a une ligne qui est quand même encore bien moderne. C'est ce qui m'a aussi intéressé de cette version-là, c'est que comme il est relativement ancien, on va pas dire qu'il devient classique, mais il est, oui, effectivement intemporel. J'ai beaucoup sur des forums, des vidéos ou des commentaires de gens qui trouvent sympathique par rapport à ce côté intemporel, ce côté indémodable. Je l'ai trouvé, je ne vais pas dire par hasard, parce que j'ai cherché pas mal de temps sur le Bon Coin. J'avais plusieurs sites où je regardais un petit peu les opportunités. Et donc c'est par le Bon Coin que je l'ai trouvé. Et l'élément, on en parlait tout à l'heure, qui a vraiment fait le passage à l'acte, l'acquisition, ça a été le fait que ce soit justement un spécial édition. Parce que je ne connaissais pas à la base cette version-là. Et donc c'est vrai que ça m'a un petit peu interloqué. Sur l'annonce, il y avait justement le petit logo en gros plan. Donc je suis allé chercher un petit peu sur internet, voir quelles étaient les particularités, un petit peu les choses qui le faisaient sortir de l'ordinaire. Et donc c'est l'élément qui m'a vraiment conduit à l'acheter, parce que c'est un véhicule qui je l'ai acheté il y a 3 ans et demi. Il avait 152 000 km, un métrage raisonnable par rapport à l'espérance de vie de ces véhicules. Et donc au niveau aspect... Et tu as roulé beaucoup avec depuis? Très peu, Très peu. Là, ce mois-ci... Par beau temps uniquement Non, même pas, non. C'est plus... c'est vrai que c'est un petit peu idiot, mais l'idée de préserver un peu son kilométrage bas. Et puis le fait aussi que j'ai pas fini encore de le entre guillemets fiabiliser, parce que et là depuis tu as fait des entretiens du compresseur ou de la boîte, ou le compresseur, envisagé? Voilà, donc premièrement ça a été l'entretien courant, j'ai fait bien sûr les vidanges, huile, changement des filtres, purge et remplacement du refroidissement aussi, parce qu'elle avait une petite tendance à chauffer. Donc, que tu as fait toi-même? Oui. Ouais. Tu as peut-être des connaissances en mécanique? À la base, aucune. Je dirais, c'est en s'intéressant Internet quand même, qui est un outil très pratique et qui m'a pas mal aidé sur la vidange, pas forcément, mais sur la vidange du compresseur. Là, par contre, c'est vrai que c'est très spécifique. Et là, je dirais que les tutos m'ont bien aidé. Parce que même en ayant le mode d'emploi, c'est vrai que c'est très compliqué d'accès et c'est assez... On verra tout à l'heure justement tu nous montres. Et je verra. crois que tout à l'heure tu me disais en discutant
que tu avais aussi fait rénover les jantes, Oui, certaines jantes. Hein. là c'est moi qui l'ai fait. Ah, tu l'as fait toi-même? Après, je pense que je vais les refaire un petit peu mieux parce que je les ai un petit peu dégrossis parce qu'il y avait pas mal d'impact de trottoir, de choses comme ça. Donc il reste un ou deux petits défauts. Et donc poncer intégralement, apprêter, peinte et vernis. Et sur le vernis, là par contre, je pense que je manquais un petit peu de méthode. Il va falloir que je refasse. Là, je vais pas les faire dans l'immédiat, je vais les laisser un petit peu se fatiguer. Et puis bon, je pense refaire au minimum, refaire un vernis dessus plus propre parce que je l'ai appliqué, mais j'aurais dû faire un petit polissage derrière. Et bon, là, il est un petit peu granuleux. J'ai fait aussi les étriers très récemment. Parce que bon, les étriers au bout de 20 ans sont un petit peu noirs, pas très jolis. Et là, c'est vrai que ça rajeunit un petit peu l'auto. Ah, c'est sympa, couleur argent. Voilà, ouais, parce que bon, c'est vrai que sur les modèles un petit peu plus sportifs, un petit peu plus motorisés, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être été tenté par un rouge ou un jaune, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus touche sport, mais bon, là je voulais rester un petit peu dans l'esprit du véhicule. Exactement, et puis ça reste discret, ça reste voilà. discret, ouais. Et ça rappelle aussi, bon, on va voir tout à l'heure, mais la couleur aussi aluminium de l'intérieur de la voiture. Oui, voilà. Ouais. Alors, côté mécanique, Nicolas, donc là, on a un 2 litres, hein, je crois, c'est ça, hein? C'est cela, oui, donc 4 cylindres 2 litres, donc suralimenté par un compresseur qui est un petit peu caché en dessous. Ici, on va bouger un petit peu la durite. Voilà, bon, on voit la poulie du compresseur. Donc, effectivement, quand tu as fait l'entretien dessus, ça ne devait pas être... La vis de vidange est encore située sous la poulie. Donc c'est vrai que les éléments, j'ai démonté quelques éléments pour pouvoir accéder, mais ça reste très compliqué. Et c'est surtout qu'il y a très peu d'huile dedans, c'est vraiment des quantités minimes, et donc très compliqué à vidanger, parce que ça se fait par aspiration. Et donc c'est vrai que là j'ai eu beaucoup de difficultés à vidanger et à remettre la vis sans la faire tomber dans le bloc moteur. C'est 163 chevaux, c'est ça, j'ai pas de bêtises. Hein. Fait, et en termes de performance là, au niveau du 0 à 100, on est un tout petit peu plus de 8 secondes, 8 secondes 2, il me semble. Et avec une VMAX de, tu me disais 224 de mémoire. Là, tu fais un entretien une fois par an, quel que soit le kilométrage effectué, c'est ça? Voilà, oui, je roule assez peu. Bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus rouler, mais c'est vrai que oui, je fais aux échéances, que ce soit kilométrique, je n'ai pas l'occasion, mais c'est aux dates, oui. Alors, voilà à l'intérieur de ton SLK. Donc tu vas pouvoir me présenter un petit peu le côté intérieur de ta voiture et puis montrer peut-être aussi les spécificités qu'on a sur les spéciales éditions. Oui, parce que c'est plus à l'intérieur effectivement qu'on a des éléments un petit peu différents des SLK classiques. Donc on a d'abord les habillages, les inserts sont en aluminium poli et différemment des SLK classiques, je crois que c'est de l'aluminium bouchonné il me semble, enfin c'est un motif aluminium bouchonné. On a donc les fonds de cadran qui sont différents des modèles classiques où les fonds de cadran sont blancs. Là on a les fonds de cadran argent. Le pommeau de levier de vitesse qui a un petit insert spécial édition dessus. Et donc également les tapis de sol qui sont spécifiques à ce modèle-là, donc avec un liseré argenté. Il y a beaucoup de rappels argent sur les habillages intérieurs de ce véhicule. On a aussi les sièges, donc le cuir est perforé avec donc une doublure également argent, donc qui est spécifique à ce modèle-là. D'accord, donc par contre c'est une boîte auto, hein, c'est ça? Oui, voilà. Boîte auto, combien de rapports? 5. 5 rapports. C'est pareil, ça s'est fait un petit peu par hasard, mais aujourd'hui, je regrette pas du tout, parce que j'étais plus parti sur une boîte mécanique pour un petit véhicule comme ça, un petit peu sport, un petit peu fun. C'est vrai que à la base, j'étais plus intéressé par une boîte manuelle. Et c'est vrai que là, c'est encore une fois, c'est tous les avis internet des propriétaires de boîtes auto sur ce modèle-là qui m'a un petit peu incité. Donc déjà à l'essayer le jour où j'ai trouvé le véhicule. Et c'est vrai que ça a confirmé tous les avis que j'avais entendus au niveau de la fluidité de la boîte, la réactivité aussi, parce que
certaines générations de boîtes automatiques Mercedes que j'avais pu essayer sur des classeux étaient extrêmement lents, avec des à-coups, des surrégimes en descente, des choses très désagréables à la conduite et puis à la consommation aussi. Alors que là, on a une boîte qui anticipe bien les rapports, donc je pense réduit pas mal la consommation en usage tranquille, en usage promenade. Et justement, tu consommes combien en moyenne? Là, sur ce modèle-là, il est annoncé à, je crois, 7 litres en usage mixte. Et je pense qu'on n'en est pas loin, voire un petit peu moins, parce que c'est vrai que là, au niveau consommation, bon, je vais dire, j'ai pas le pied très lourd, mais même en ayant des petites séquences d'essayer un petit peu les montées, régime moteur et réaction de la boîte de vitesse, je trouve que ça a une consommation quand même raisonnable par rapport un petit peu au type de véhicule, quoi. C'est vrai. Bon, allez, c'est parti pour la petite balade. Petite surprise aussi que j'ai eu à l'essai, c'est par rapport au vent. C'est vrai que le pare-brise est très plongeant, donc même en ayant les sièges baissés au maximum, parce qu'on peut régler la hauteur, c'est vrai qu'on a un petit peu d'air au niveau du haut du crâne, mais bon, c'est vrai que... Un petit retour d'air, ouais. Très, très léger. Alors que tu as quand même un filet coupe-vent derrière. Hein. Ouais. Ah il est quand même sur petite route, bon, je vois pas trop de différence qu'il soit là ou pas, bon, c'est pas très gênant, mais par contre c'est vrai que oui, quand on fait de la 4 voies ou quoi, bon, on apprécie un peu, il y a un peu moins de turbulence au niveau des cheveux. Notre petit reportage, je me mets dans la situation d'une personne qui souhaiterait se faire plaisir et donc acquérir un SLK dans un très bel état. De ce modèle, oui. Faut compter quel budget à peu près? Là, bon, la cote moyenne, je dirais, on est dans les 7 000 € pour avoir un kilométrage modeste, comme là, moins de 200 000 km, état correct avec un entretien suivi. Là, oui, c'est à peu près ce qu'il faut compter. On peut en trouver sur des budgets un peu inférieurs, mais là, bon, je pense qu'il faut déjà un petit peu maîtriser pour pouvoir remettre à niveau le véhicule, parce que ou avoir vraiment la chance de tomber sur un véhicule où on n'a pas de facture, pas de choses comme ça, mais qui a été fait dans les délais et puis dans les règles de l'art. Écoute Nicolas, il me reste à te remercier de cette très belle présentation. C'était un plaisir. Ouais, on voit que tu es vraiment passionné par ton véhicule, que tu connais très bien, passionné par la marque aussi. Oui. Et puis je te remercie encore une fois. À bientôt.